Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler du voyage que j'ai fait à Bordeaux. Comme pour chaque ville, je vous parlerai de sa cyclabilité, des moyens de transport et des choses à ne pas louper. Alors c'est la première fois que je vais dans cette ville et j'y vais en période de pandémie. Ah tiens, encore un mail de Bordeaux Tourisme qui m'annonce les prolongations de la validité de leur passe. Parce qu'à la base je devais utiliser ça pour visiter la ville, visiter les musées, visiter un petit peu tout ce qu'il y avait à Bordeaux, mais en cette période un petit peu compliquée, il a fallu se contenter de l'extérieur. D'ailleurs, gros courage et soutien aux professionnels dans le domaine du tourisme, c'est pas évident. Alors avant de partir, j'étais rentré en contact avec Zouv, un opérateur vélo sur Bordeaux, qui a répondu présent pour m'accompagner lors de ce séjour. J'ai d'ailleurs pu faire une interview avec eux et je vous en parle un petit peu plus tard dans la vidéo. Et j'en profite pour vous remercier, vous êtes maintenant 10 000 à suivre Altisplay. C'est aussi grâce à vous que je peux avoir ce type d'échange avec des marques et vous proposer ce type de contenu. Merci également aux tipeurs qui m'encouragent à faire toujours plus. À ce propos, la FAQ arrive bientôt pour répondre à vos questions. Alors avant d'attaquer l'état cyclable de la ville, je me suis intéressé à ses origines. D'où vient le nom Bordeaux? Je me suis posé cette question en passant devant le palais gallien, qui, au vu de ce qu'il en reste, n'avait pas l'air tout neuf. Il date du début du IIe siècle, oui, il fêtera bientôt ses 2000 ans, et donc Bordeaux viendrait du nom Burdigala, composé donc de Burde et Gala, respectivement boueux et cric. Ce rapport avec l'eau leur a d'ailleurs permis d'être l'un des ports les plus actifs de France et du monde dans les transports maritimes, mais son activité a fortement décliné au XXe siècle. Vous pourrez néanmoins encore voir des traces importantes de cette historique maritime. Et donc, Bordeaux porte bien son nom. Il y a également l'architecture qui m'a mis la puce à l'oreille avec son côté haussmannien et j'ai été vérifié, ce n'est pas un hasard, le baron Haussmann était très attaché à cette ville et a vécu 1 an et demi, de 1852 à 1853, et la réflexion des boulevards s'est opérée 10 ans après son départ en 1963. Parlant des boulevards, on va donc faire une transition vers le baromètre cyclable de la ville. Et bonne nouvelle, il y a quelque chose. La ville est considérée comme moyenne, un peu dans tous les domaines. Les critères de notation sont sur les points suivants: le ressenti général, la sécurité, le confort, les efforts de la commune et les services/stationnement. Ce baromètre est fourni gratuitement par parlonsvélo.fr et permet d'avoir un type d'analyse vraiment pratique et d'éviter de partager uniquement un ressenti personnel. Les statistiques sont basées sur un gros échantillon, 2619 personnes pour Bordeaux, et dans le cas présent, les statistiques observées corroborent bien mon point de vue personnel. Dans cette ville donc, qui est très comparable à Paris, de par sa taille et de par son classement, elle est juste arrivée derrière Paris, ses gros points forts sont la possibilité d'entretenir facilement le vélo et de louer facilement un vélo pour quelques heures ou plusieurs mois et également traverser facilement la ville en vélo. C'est d'ailleurs quelque chose qui m'a vraiment frappé parce que quand je suis arrivé dans la ville, sans même le chercher, je suis tombé face à la maison métropolitaine des mobilités alternatives de Bordeaux, MAMA, et j'ai pu m'entretenir un petit peu avec une personne qui travaille là-bas. On essaye de faire évoluer les esprits des habitants de la métropole bordelaise sur le trajet à vélo, comme le trajet domicile-travail par exemple. Donc, du coup, on fait de l'empreinte vélo gratuit. Ah, super. Donc on fait des empreintes vélo électriques, des empreintes vélo classiques, des cargo vans comme vous voyez qui vont partir, un classique comme le monsieur il a ici. Et c'est principalement pour les habitants, c'est ça? C'est pour les habitants de Bordeaux et sa métropole. D'accord. Voilà. Bon bah super. Et je trouve l'initiative très bonne. Il y a aussi de très bonnes idées que j'ai pu voir qui ne sont pas encore appliquées à Paris, comme le feu vélo qui permet d'avancer en même temps que le tram. Oh, we can go. Oh, we can go. It's when the train is passing. So cool. Ça n'a l'air de rien, mais à Paris par exemple, on est obligé de s'arrêter quand le tram passe, même si on est parallèle à lui. Ensuite, il y a la possibilité pour les véhicules de secours d'utiliser les voies de tram. Alors je ne sais pas si c'est une utilisation normale, mais je trouve l'idée très bonne. C'est vrai qu'à Paris, par exemple sur les maréchaux, les voies de tram sont recouvertes d'herbe et donc inutilisables pour n'importe quel type de véhicule. Et il existe également des vélorues. Ce sont des rues où les véhicules n'ont pas le droit de dépasser les cyclistes et doivent rester derrière. Dans l'idée, c'est une bonne chose. Dans la réalité, je ne sais pas trop si ça marche, j'ai pas pu vraiment le tester. J'ai encore jamais rencontré ce type de rue sur Paris, uniquement en proche couronne. Et le problème souvent, c'est que les véhicules collent beaucoup trop près les cyclistes. Dans l'ensemble, c'est plutôt bien aménagé, la présence des cyclistes est clairement indiquée, notamment dans les sens interdits pour éviter les mauvaises surprises. Je me suis senti dans l'ensemble plutôt à l'aise, car dans cette ville, le vélo est vraiment considéré comme un moyen de transport. On le remarque notamment avec les chauffeurs qui sont habitués à rencontrer des cyclistes et j'ai pas eu de problème dans cette ville. Bon, presque pas eu de problème.
sur la voie cycle. Vous avez la place de passer là. J'attends de. À votre droite, j'ai la place de passer. Vous cherchez des histoires pour rien. C'est complètement idiot quand même, sérieusement. Je cherche des histoires pour rien. Attendez, vous êtes stationné là et Non, je c'est... suis pas stationné, j'attends pour me garer à la borne de rechargement. Il y a des gens qui vont peut-être partir. Ah J'attends. d'accord, bah Vous avez vous la faites place le de tour. passer, sinon. Non, ça, Passez là. bah alors dans ce cas-là, Passez à vous mettez gauche. sur la gauche. Vous mettez sur la voie de gauche pour que je puisse passer à droite, s'il vous plaît. Des cyclistes à la con, parce que moi je suis cycliste 80% du temps. D'accord. Mais bon, ça va, comme vous pouvez le voir, même les automobilistes sont cyclistes. Bon, par contre, dans cette ville, il y a un point noir et c'est important de le soulever. C'est le fait que trop souvent, le cycliste est considéré comme un piéton. Et donc, qu'il est poussé à utiliser les infrastructures des piétons. Il y a beaucoup trop de pistes sur les trottoirs, ce qui est loin d'être idéal. Et on voit bien ici que certains cyclistes préfèrent continuer à rouler sur la route. Et je les comprends, car la piste crée plus de conflits et de dangers que de confort et de sécurité. Et cela crée également des confusions, même pour moi. Ce qu'on peut voir ici, il y a la présence d'une piste, puis l'absence avec du pavé, puis la reprise de la piste, puis de nouveau une absence de la piste, puis un stationnement vélo, et là on a un trottoir pavé. Donc je me dis que je devrais continuer dessus. Problème, c'est que là la piste s'arrête et devrait continuer sur la route. Il n'y a pas de panneau qui m'indique clairement que je ne devrais pas continuer sur le trottoir. Il n'y a pas de panneau non plus qui m'indique que je devrais aller sur la route. Il n'y a pas de flèche qui me dit où je devrais aller. Et on voit que je cherche de la tête un petit peu où est partie la piste. Et puis après je croise d'autres cyclistes, donc ça me réconforte dans l'idée que je suis au bon endroit. Et après je croise enfin un piéton, et là je vois que je gêne, donc je préfère retourner sur la route. Et avec la différence de vitesse des voitures, le manque de séparateur physique sur la route, je me sens quand même beaucoup moins à l'aise que là où j'étais sur le trottoir, évidemment. Mais le trottoir devenant trop réduit, eh bien c'est mieux de retourner sur la route. Et de toute manière, au niveau du sas vélo, on voit que ça me renvoie de nouveau sur le trottoir. Donc effectivement, il y a une grosse confusion et un manque de clarté là-dessus. Au niveau du manque de clarté, il y a également ce type de situation. Je vous laisse choisir la bonne solution. Et comme 73% des personnes qui ont répondu sur Twitter, je me suis dirigé vers la solution A. Il y avait un petit panneau qui interdisait de tourner à gauche au niveau du sas vélo. Les flèches au sol m'indiquaient qu'il n'était possible que de continuer tout droit. Donc j'ai dû couper 2 fils et me retrouver sur cette file de gauche. Problème, c'est qu'il y a une plaque de pression pour pouvoir passer le feu au vert, et donc j'ai créé un énorme bouchon derrière parce que j'ai laissé passer plusieurs feux. Heureusement, comme je disais, les chauffeurs sont très compréhensifs, donc celui qui était derrière moi s'est avancé sur la plaque, a passé le feu au vert et tout a été réglé. C'est la plaque de pression. Merci pour votre patience. Parce qu'il n'y a pas eu de coup de klaxon, il n'y a pas eu d'énervement, tout s'est bien passé. Si donc la simple présence d'un panneau M12 m'aurait aidé à comprendre qu'il était possible de continuer à gauche au niveau du sas vélo, parce que si je suis le code de la route, eh bien il faut d'abord que je m'arrête au feu, puis que j'attende qu'il passe au vert, puis que j'accède à ce petit espace qui se trouve un petit peu caché derrière le feu, puis que j'attende de nouveau que le feu passe au vert pour pouvoir m'engager. Vu qu'il n'y a pas de bouton ni de plaque de pression pour les cyclistes, eh bien il faut qu'ils attendent qu'il y ait des voitures qui souhaitent tourner à gauche. Il y a également la petite problématique avec le tramway, c'est que certains cyclistes préfèrent circuler sur le trottoir pour éviter d'avoir à rencontrer le problème au niveau des rails. Le risque de tomber quand le pneu rentre en parallèle avec le rail. C'est quelque chose à prendre en compte quand on fait circuler des cyclistes aux abords de ces aménagements. On peut d'ailleurs voir sur Google Maps qu'ils ont du mal à trouver leur place sur la chaussée et préfèrent circuler bien à droite dans une zone qui est normalement réservée pour protéger l'ouverture des portières. Voilà pour les choses les plus flagrantes que j'ai pu voir à Bordeaux. Oh yeah, we go on the road now. On the road. Pour ce qui est des moyens de transport, il existe Transport Bordeaux Métropole qui gère le tram, le bus, le train, les parkings, les bateaux et les vélos libre-service. Il existe 184 stations et 2000 vélos, dont 1000 électriques, répartis principalement dans le centre de Bordeaux. Et la location pour 24 heures coûte 1,7 € avec les 30 premières minutes gratuites, puis 2 € par heure entamée. On se retrouve donc avec des tarifs proches du Vélib, même moins cher, ce qui est donc imbattable pour se mettre au vélo. Les Zouv, lui, coûtent 20 centimes par minute, avec un minimum de 50 centimes pour un trajet. Comme je le disais en début de vidéo, j'ai donc eu la chance de les tester. Zouv m'a gracieusement prêté 2 vélos pour tout le séjour. J'ai pu les tester sur 45 km et presque 500 minutes d'utilisation.
Alors je tiens à préciser que je n'ai pas eu un usage normal du vélo étant donné que j'étais en train de les tester et que je n'avais pas de limitation de temps ni de coût sur son utilisation. Je n'aurais donc pas une approche objective sur le coût qualité-prix. J'ai donc pu faire un interview avec Alexandre qui est responsable d'exploitation des vélos Zouv sur Bordeaux. Voici donc une petite série de questions. Alors Zouv, du coup, pour la petite histoire, la petite anecdote, c'est donc le Z pour le symbole électrique, de l'éclair électrique. Les O pour les deux roues de vélo, pour le rappel au vélo. Et le V en fait c'est qui rappelle le symbole du doigt comme good vibes, cool, qui va avec un peu l'utilisation qu'on souhaite avoir de nos vélos. Ah, voilà, c'est recherché. Ça fait la signification du Zouv. Aujourd'hui il y a deux territoires sur lesquels on est implanté. D'accord. Donc Bordeaux et le sud de Paris, donc Paris on va dire le plateau de Saclay, en Paris Sud. Là c'est deux territoires vraiment différents et c'est une volonté de l'entreprise. Pour tester vraiment deux modes de fonctionnement différents avec et sans station. Donc là vous êtes en train de rechercher après de nouvelles villes sur lesquelles vous implantez, c'est ça? Exactement. Alors depuis quelques mois on est déjà présent par exemple à Grenoble avec l'opérateur Pony qui est également présent par exemple ici à Bordeaux, mais qui là pour la ville de Grenoble a décidé d'acheter nos vélos et notre service et de faire par contre l'opération de nos vélos sur la ville de Grenoble. Ensuite on peut effectivement mettre le premier vélo comme celui-ci avec les deux attaques ici. Et après on peut mettre l'autre vélo accroché juste à côté. Les vélos se rechargent grâce à ça. Ah c'est génial. Donc, la station elle-même est électrifiée, donc on a un point de raccordement qui est électrifié et ensuite l'énergie passe de vélo à vélo. Ah ça c'est vraiment une bonne idée. Grâce aux deux éléments qui sont, c'est un peu le plus et le moins qui permet de faire le circuit avec le circuit. Alors les pannes vraiment les plus courantes, c'est on va dire essentiellement deux choses. Donc il y a les béquilles qui sont vraiment des variantes qui sont utilisées vraiment à chaque fois et qui sont mis à rude épreuve. Et après c'est des crevaisons aussi qu'on a de temps en temps. Et justement une des particularités du vélo, c'est qu'en fait la tige de selle qu'on voit ici qui est carrée, c'est aussi la batterie. Et donc là tu as ta selle qui est prête, c'est ça? Ouais, bah là j'ai du coup ça c'est notre vélo cargo avec lequel on vient faire du swapping, du changement de batterie. Donc là j'en ai juste pris quelques-unes avec moi, mais sinon on peut le charger complètement. Ah mais c'est génial en fait comme système. T'as pas besoin de te prendre la tête à charger ou quoi, tu remplaces juste le matos. Ouais exactement. Et ça c'est quoi? Alors ça c'est en fait ce qui était notamment utilisé sur notre première version de vélo, c'est permet de mettre une batterie personnelle. Donc ça permet par exemple à un utilisateur régulier d'avoir sa propre batterie et d'avoir par exemple 15 km d'autonomie en plus. Je pense que pour certaines personnes effectivement c'est peut-être mieux pour eux de tester un vélo comme le nôtre par exemple aujourd'hui en libre service, sans avoir les problèmes de maintenance, sans avoir les problèmes de garage aussi, pour garer un vélo électrique qui est assez coûteux. Et il y a des gens qui sont aussi très contents justement de ne pas avoir cette maintenance à faire, de ne pas avoir besoin de ne pas avoir le risque du vol du propre vélo électrique qui a un certain coût. Donc je pense que ça répond à différents Alors pour les points faibles, j'ai rencontré quelques petits problèmes, notamment au niveau d'un vélo qui s'est retrouvé complètement inutilisable. Il s'est arrêté d'un coup, au milieu de nulle part et hors zone, donc c'était assez compliqué. Oh, fuck. Oh. You stop too, your bike? No, I just see you stop. I think I'm out of zone. I don't want to go. Yeah. Oh, no battery. Heureusement, j'ai pu contacter l'équipe et ils m'ont dit effectivement qu'il n'y avait pas de problème, qu'ils viendraient chercher le vélo. Normalement, quand la batterie est à plat, on peut continuer à utiliser le vélo. Ensuite, le problème, c'est quand le portable que l'on utilise et que l'on couple avec le vélo est déchargé, on ne peut pas finir la course. Il faut charger son portable pour pouvoir arrêter le service. Encore une fois, il est possible de discuter avec l'équipe pour résoudre le problème et se faire rembourser le temps qu'on aurait consommé en plus. Au niveau de l'attache du portable, c'est très pratique, mais il faut bien le visser parce que sinon le portable effectivement peut tomber. Au niveau de la maintenance, ils sont extrêmement réactifs et rapides. J'avais indiqué qu'une vis était manquante sur l'arrière du vélo. Le lendemain matin, j'ai retrouvé le vélo réparé avec les batteries changées. Et en général, l'équipe est très réactive. Et ça, peu importe si c'était moi ou quelqu'un d'autre, étant donné que quand je passais par l'application, j'étais juste un utilisateur comme un autre.
Il y a également le panier à l'avant que je considère comme un point fort car il est bien pensé, il est attaché au cadre et non à la fourche, ce qui fait que quand on tourne le guidon, il ne bouge pas, ce qui ne fait pas perdre l'équilibre au vélo. Ensuite, il y a l'assistance au pédalage qui est très puissante. Peut-être trop de temps en temps, on est obligé de freiner pour compenser le démarrage un peu brutal et il n'y a pas de choix au niveau des vitesses et de la puissance. Ça peut être vu comme bien ou mal selon la sensibilité de chacun car très simple d'utilisation et pas assez précis pour chaque utilisateur. Il y a également une fonctionnalité que je trouve géniale, c'est la possibilité de réserver un vélo. La réservation elle est gratuite. Alors la réservation est gratuite, ouais. La réservation est gratuite. Après c'est uniquement, la réservation elle est possible uniquement le temps d'aller au vélo. C'est ça. Plus quelques minutes. Ces points forts au niveau du suivi de l'équipe et de l'entretien des vélos se fait également ressentir sur son coût. Je qualifierais donc Zouf d'un système un petit peu haut de gamme au niveau du libre service. Et donc encore une fois, merci à l'équipe de Zouf qui s'est prêtée au jeu avec l'interview et qui m'a permis de tester leur vélo. C'était vraiment super sympa de pouvoir échanger directement avec et leur faire des retours utilisateurs. Bon bah merci beaucoup, c'était vraiment cool. Merci à vous, c'était cool de te rencontrer et j'avoue que... Désolé, moi je suis pas exactement justement en ligne, etc. tout ce qui se fait, mais je vais suivre un peu plus déjà, parce que ça m'intéresse ce que tu me dis là et ce que tu fais, donc je vais suivre un peu plus et puis c'est intéressant qu'il y ait des gens comme toi pour justement en parler et faire avancer le schmilblick et développer le vélo. Donc parler, cool. C'est ça, parler du positif. Et on va donc pouvoir passer à la visite de Bordeaux. Alors si vous aimez l'architecture comme moi, il y a vraiment plein de choses magnifiques à voir là-bas. Et puis en même temps, en pleine crise sanitaire, c'est un petit peu la seule chose qu'il y a à voir là-bas, c'est-à-dire l'extérieur des bâtiments. Alors il y a bien sûr la Cité du Vin avec son architecture très atypique, qui a également une vue sur le pont Jacques Chaban. Et ce pont est vraiment très spécial car ces 4 colonnes permettent de lever son tablier à plus de 55 mètres au-dessus de la Garonne, permettant ainsi de laisser passer des grands voiliers et ferries. Et si vous aimez l'art, juste derrière la Cité du Vin, vous avez la Vivre d'Art, une espèce de petit parc ouvert où on peut voir plusieurs œuvres d'art contemporain. Il y a également le jardin botanique. Jurassic Park. Jurassic Park. Toujours côté nature, j'ai également été faire un tour dans le parc de l'Ermitage Sainte-Catherine et ils ont des petits refuges. Celui-ci s'appelle Le Nuage, un concept original pour dormir en pleine nature. Et juste à côté, vous avez le parc Palmer qui offre une très belle vue sur Bordeaux. Évidemment, n'oubliez pas de faire un tour au centre et de passer par la galerie, qui a d'ailleurs son petit point Instagram. C'est aussi le bon moment pour découvrir mon Instagram, Altisplay. J'y publie plein de trucs sympas, vous verrez. Et n'oubliez pas de lever les yeux, la ville est pleine de surprises comme cette voiture accidentée dans un parking, qui je vous rassure est une œuvre d'art. Et au niveau culinaire, qui dit Bordeaux dit cannelé, donc n'hésitez pas de les tester. Il y a également quelque chose que j'ai découvert là-bas, c'est des gaufres taïwanaises. Il y a également du bon café. Je vous présente cette carte qui est la carte de toutes les places à Bordeaux où on peut boire du bon café. Ça marche. Donc ici vous êtes chez Gousco, mais n'hésitez pas à faire le tour de toutes les autres places. Ce sont soit des torréfacteurs, soit des coffee shops qui utilisent des cafés de spécialité, soit des torréfacteurs qui torréfient les cafés de spécialité. Et également des réparateurs vélo barista. Bref, c'était un séjour qui était vraiment sympa. Si vous voulez encore voir des images de Bordeaux, je vous renvoie vers le Netflix du vélo, où est référencé Ma vie en gazelle et Cyclo Cannelé, des youtubeurs qui font du contenu autour de la ville de Bordeaux. J'espère que vous avez apprécié ce contenu, même s'il est un petit peu plus long que d'habitude. Merci d'être resté jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et bonne route.